2025 est assurément une année charnière sur le plan politique au Cameroun. La preuve, juste à l'aube de la nouvelle année célébrée cette semaine, les déclarations de 3 évêques annoncent la révolte de l'Église catholique contre le régime de Paul Biya. Quelques acteurs politiques s'exprimeront sur l'opportunité de ces messages délivrés par les hommes d'Église. Une année 2025 qui commence avec une nouvelle qui ne fera pas l'unanimité dans le mouvement sportif. L'État, à travers une circulaire de la loi des finances signée le 31 décembre par le Premier ministre chef du gouvernement, attribue désormais la gestion des fonds relatifs à l'organisation des compétitions sportives nationales et internationales au ministère des Sports. L'avis de l'expert viendra lever les points d'ombre sur cette décision. Toujours dans cette émission, nous proposons sous fond de regard croisé les extraits des discours des leaders politiques qui ont eux aussi sacrifié au rituel du traditionnel discours de fin d'année. Voici quelques sujets au menu de la première émission de l'année 2025 de votre programme Le Focus, diffusé tous les dimanches sur Echo 237, la chaîne de valeur. A tout de suite. Je l'annonçais en introduction, fait inédit au Cameroun, des hauts responsables de l'Église catholique montent au créneau et prennent position contre le régime de Paul Biya au pouvoir depuis 42 ans. Le bal des dénonciations a été ouvert par Monseigneur Samuel Cléda, l'archevêque métropolitain de Douala. Il sera rejoint dans l'intervalle d'une semaine seulement par Monseigneur Emmanuel Abo, évêque de Gaoundéré, et Monseigneur Yaouda, évêque de Yagua, dont les extraits des messages adressés aux fidèles pendant l'homélie seront portés à la connaissance du grand public par la voie des réseaux sociaux. Pour mieux appréhender l'opportunité du message des prélats, Echo 237 a passé la parole à quelques observateurs de la scène politique. Écoutons-les. Je veux dire que tous ces gens qui parlent s'adressaient au peuple de Dieu en tant que clergé, vraiment, ça dit que de l'Église catholique. Il ne parlait pas en tant que personne, je veux dire que inconnue. Donc quand vous me posez la question, vraiment, je veux dire qu'elle trouve déjà sa réponse dans la question. Ça dit que ce n'est pas quelqu'un qu'on a croisé dans la rue et puis qui s'est mis effectivement à donner son point de vue. Ils avaient une foule devant eux, des foules de chrétiens. Et ils parlaient en tant qu'effectivement ministre du Christ, c'est-à-dire de cette église-là. Donc ça ne peut être que la position de l'Église. Non, on ne peut pas dissocier la politique du reste. C'est-à-dire que c'est comme si la politique était un autre monde, vraiment, c'est-à-dire que à part, et puis vraiment, c'est-à-dire que la religion est une autre, c'est-à-dire que non. Même le chrétien catholique, effectivement, doit participer à la politique de son pays. On ne peut pas séparer vraiment les deux. Donc même en tant que prélat, effectivement, je dis qu'eux-mêmes, ils sont même capables, effectivement, de poser même la candidature pour être président. Il faut quand même resituer un peu les choses. Nous sommes en fin d'année. Et en fin d'année, je vais dire que tous les leaders, je vais dire qu'en commençant effectivement par notre président de la République, il fait un bilan, il y a un discours. Et il va de soi effectivement que chacun, dans sa circonscription, effectivement, essaie un peu de faire vraiment, c'est-à-dire que le bilan de ce qu'il a constaté tout au long de cette année. On est tous conscients, effectivement, je pense que même si ceux qui sont en train de demander même au président, effectivement, de se représenter, ne veulent pas du bonheur. Il a fait son temps, il a travaillé, il mérite aussi, c'est-à-dire le repos. Le prélat doit être du côté des faibles, du côté des pauvres. Ce sont les défenseurs de l'orphelin et de la veuve. Donc ils ont raison de parler de ce qui concerne. Et puis ce sont des Camerounais, ils doivent avoir leur opinion. C'est l'opinion des prélats. C'est leur opinion, ils peuvent s'exprimer. Ça ne va pas, le pays est pourri. Depuis la Côte d'Ivoire, qui était dernière, aujourd'hui la Côte d'Ivoire se retrouve à la tête du Cameroun. La Guinée équatoriale, les petits pays, aujourd'hui se retrouvent à la tête, n'est-ce pas, de notre grand pays qui est le Cameroun. Donc il est temps que ces pays-là parlent, pour que le président Paul Biya comprenne que c'est le temps pour lui de laisser le pouvoir. Je crois que les messages est compris par le président de la République. Et il va faire ces choses dans cet élan pour laisser le pouvoir aux jeunes. Quand je me refais à la Bible, l'Église n'a pas trop le droit dans la politique. Chacun prend position. Actuellement, quand je regarde les deux sorties, il y a la sortie de l'évêque de Yagua qui est contre la candidature.
et celui de Bafia, qui est venu dire qu'il n'y a pas de problème. Si la loi autorise la candidature, pourquoi ne pas? Vous voyez, l'église même est divisée. Moi, je préfère me contenter sur la réalité sociale. Actuellement, au Cameroun, il y a peu de gens qui sont bien, il y en a plusieurs, la majorité ne sont pas bien. Donc, forcément, il y a un malaise. Si jamais, pour résolver ce malaise, il faut que le système change, pourquoi ne pas? C'est l'essentiel pour que au moins la majorité des Camerounais essaient de se retrouver, parce que vraiment, ça ne va pas. Autre sujet à présent, les Camerounais ont célébré, comme partout dans le monde, le réveillon de la Saint-Sylvestre, marqué par le traditionnel discours du chef de l'État à la nation le 31 décembre. Alors que bon nombre de Camerounais attendaient que le président Paul Biya fasse des annonces fortes en relation avec la prochaine élection présidentielle, l'homme du 6 novembre, après avoir dressé un bilan de l'année écoulée, a rassuré les Camerounais que sa détermination à les servir reste intacte. Un message interprété au centre de l'opinion comme une déclaration de candidature de la part du président de la République. Dans le même élan, des discours de fin d'année, certains leaders de partis politiques de l'opposition ont eux aussi délivré les messages de fin d'année. Nous vous proposons quelques extraits sélectionnés sous forme de regards croisés. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, quand bien même on ne voudrait pas brosser un tableau de l'économie camerounaise pour l'année qui s'achève, il est difficile de ne pas revenir sur un grossier mensonge économique du gouvernement, soutenu par le Fonds monétaire international, consigné dans la loi de finances de 2025, à savoir la duperie de la subvention par l'État des produits pétroliers au Cameroun. Une subvention est une aide financière se traduisant par une prise en charge d'une partie du prix de revient d'un produit par l'État. L'examen de la structure des prix des carburants à la pompe ne laisse percevoir aucune trace de subvention. Le pouvoir en place et le FMI mentent donc de manière éhontée au peuple camerounais. Nous nous engageons à ramener le prix du litre de super autour de 480 francs CFA à prix constant sur le marché international dès que nous serons en capacité de gérer les affaires du pays. Le surplus prélevé sur le prix de revient par litre permettra de réaliser dans les plus brefs délais une raffinerie de dernière génération dont la mise en marche permettra de baisser davantage les prix pour les situer dans la moyenne des prix de production des pays transformateurs de pétrole. Dans un tout autre domaine, je voudrais qu'ensemble, avec toutes nos gloires du monde sportif, nous assurions le rayonnement international de notre pays dans les domaines des sports de haut niveau, en particulier dans ceux où le Cameroun dispose d'atouts importants. Je me limiterai ici à notre sport roi, le football. Notre objectif majeur à moyen terme est la co-organisation avec 3 pays frères, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et le Ghana, de la Coupe du monde de football en 2038. Après avoir longtemps et durement travaillé avec de jeunes cadres d'administration, avec des aînés plus expérimentés, avec nos frères de la diaspora, et ceci dans divers domaines pointus, voici quelques mesures phares de notre ambitieux programme pour le décollage de notre pays et l'amélioration des conditions de vie des Camerounais, si vous me faites confiance, à l'issue de l'élection présidentielle de 2025. Des choses simples. Nous allons doter chaque commune d'un camion 4x4 à haute suspension. Son travail sera d'aider nos agriculteurs à transporter leurs produits vivriers des champs jusque dans les marchés. Nous allons installer 60 unités de production de farine à base de patates, igname et manioc la première année et le double l'année suivante dans les principaux bassins de production pour que la transformation devienne une obsession. Nous allons donner à chaque mairie 2 milliards de francs CFA pour accélérer le développement local. C'est la décentralisation. Cette dotation sera gérée sous le contrôle des populations qui seront associées au choix des investissements ou travaux à réaliser, à la sélection des prestataires, au contrôle des prix des prestations pour éliminer la corruption des ordonnateurs et l'arnaque des prestataires.
Chaque année, les 10 000 meilleurs élèves et étudiants recevront une bourse d'au moins 50 000 francs CFA. Nous allons affecter prioritairement les fonds récupérés dans les procès Glencore, Bourbon, Covid, routes et autres complexes sportifs estimés à 1800 milliards au paiement des arriérés et salaires des enseignants et personnels de santé. Le Festival national des arts et de la culture et le comice agro-pastoral se tiendront en alternance tous les 2 ans. Nous allons transformer la Sodécoton et la SICAM pour en faire un géant de l'industrie textile et assurer la transformation locale de notre coton qui est parmi les meilleurs du monde. Notre initiative d'école numérique a trouvé un écho chez lui. Une solution pratique pour rendre l'éducation plus accessible et abordable pour toutes les familles. Les conflits en cours dans le nord-ouest, le sud-ouest et aussi dans l'extrême nord pèsent lourdement sur notre conscience nationale. Plus de 900 000 citoyens déplacés, d'innombrables vies perturbées, des communautés déchirées. C'est le prix d'un leadership défaillant. Dans nos 100 premiers jours au pouvoir, le SDF s'engage à arrêter cette violence par le dialogue, la justice et des actions concrètes. Alors que nous regardons vers 2025, nous construisons plus qu'une campagne politique. Nous construisons un mouvement pour le changement. Le front progressiste que le SDF a lancé représente notre engagement à collaborer avec les forces démocratiques, partageant nos valeurs. Notre partenariat avec les syndicats les plus représentatifs à travers le Calamo démontre notre dévouement aux droits des travailleurs et à la justice sociale. L'actualité sportive est marquée par la circulaire du Premier ministre chef du gouvernement issue de la nouvelle loi des finances qui attribue désormais la gestion des fonds relatifs à l'organisation des compétitions sportives nationales et internationales au ministère des Sports. Habituée à gérer elle-même ses ressources financières, la Fédération camerounaise de football devrait se limiter désormais à émettre juste les besoins et laisser faire la tutelle. Pour dissiper tout malentendu, nous avons passé la parole à un expert. Il s'exprime sur la question au micro d'Écho 237. Mais il faut comprendre que l'État réagit ou bien fait les textes de façon impersonnelle pour régir, réglementer le mouvement sportif dans son ensemble. Sur les 54 fédérations sportives qui existent, il n'y avait pas peut-être assez de précision et l'État, à travers le chef du gouvernement, a voulu clarifier les choses. Et quand vous regardez dans l'orthodoxie d'un fonctionnement, si le représentant de l'État auprès des organismes sportifs que sont les fédérations, c'est son ministère des Sports, il est de bon ton que tout ce qui va de l'État pour ces structures soit inclus dans le budget du ministère des Sports. Donc je pense que cet élément de la loi des finances vient simplement clarifier le fonctionnement orthodoxe des choses et empêcher qu'il y ait des incompréhensions. Par exemple, le ministère des Finances ne se retrouve pas parfois au centre d'un imbroglio où il serait peut-être obligé de servir directement une entité sportive sans passer par sa tutelle. Bon, le cas de la fédération semble alerter et attirer les attentions parce qu'il y a des échauffourées quelquefois dans les éclats de voix entre la fédération et le ministère pour ce qui est de la gestion des sélections nationales. Mais moi je pense que le courrier du Premier ministre, chef du gouvernement, vient plus pour clarifier le fonctionnement, pas pour indiquer que la fédération devrait se sentir menacée par le ministère des Sports, mais bien plus pour dire au ministère des Sports que c'est de son devoir d'aider la fédération à parfaire ses compétitions en lui mettant les sommes validées à disposition et à temps pour respecter le calendrier qui est celui voulu par la fédération. La nature, dit-on, a horreur du vide. Et je pense qu'avant, ce n'était pas assez précis, assez clair. Maintenant que le texte est clairement formulé, il est de bon ton que chacun sache rester à sa place. Maintenant, certains estiment à des moments qu'il y aurait des contradictions entre cette loi de finances en ces points-là et le décret qui parle de 2014 parlant de l'activité sportive pour ce qui est de la sélection nationale. Moi je pense que les textes sont faits par les hommes, interprétés par eux et exécutés encore par eux. Si le ministre des Sports, en tant que tutelle,
reste dans sa posture et que la fédération, en tant qu'organe exécutif ou opérationnel, reste dans la sienne, en réalité, je ne vois personnellement pas pourquoi il y aurait des clashs. Maintenant, si quelqu'un essayait par des moyens autres que ceux légaux d'usurper d'une quelconque fonction ou bien d'un abus de pouvoir, ça générait. Et là, il serait normal que ce soit décrié. Donc moi, j'interpelle personnellement ici tous les acteurs du sport. La preuve, c'est que les autres fédérations venaient s'approvisionner ou bien s'abreuver au ministère des Sports pour aller organiser leurs compétitions. Il est seulement important ici d'éviter qu'il y ait un piétinement de la situation au niveau du ministère, comme parfois le système étatique il est lourd, mais que le ministère comprenne que dans le sport, le ministère des Sports particulièrement, dans le sport, quand on a programmé quelque chose, il y a un temps pour le faire. On n'attend pas la dernière minute pour commencer à courir parce que le résultat n'est forcément pas le même que quand on a anticipé. Je prends un exemple banal. S'il faut réserver un hôtel pour les Lions indomptables pour un match de compétition, ce n'est pas à la veille du match qu'on va réserver l'hôtel. L'hôtel est choisi longtemps à l'avance, payé même au moins en moitié, et on attend juste le fait de devoir héberger les joueurs là-bas pour solder le compte. Donc tout ça doit être fait dans l'orthodoxie du fonctionnement des standards tels que prescrits par la FIFA ou la CAF ou la fédération elle-même qui est le bras séculier. Donc de grâce, personnellement j'interpelle les Camerounais à comprendre que le foot ou bien le sport en général est régi par des normes et il est important qu'on reste dans ces normes-là et qu'on sorte des camouflageries qui, à mon avis, ne nous avancent pas. Je pense que sous Samuel Eto'o, beaucoup de choses se passent. C'est sous lui déjà qu'on a vu pour la première fois l'État nommer de façon réelle un sélectionneur ou bien une équipe des personnes pour diriger l'équipe nationale au niveau du staff technique. L'État donnait toujours son accord ou bien son onction, mais c'est le président de la fédération qui prenait la latitude lui-même de les désigner. Mais sous Samuel Eto'o, on a vu que quand Rigobert sont arrivés, c'était une signature de la présidence de la République. Ça, c'était déjà quelque chose qui montrait le copinage qu'il y avait entre l'État et la fédération pour ce qui est de ces nominations-là. Maintenant, on s'est aperçu de fil en aiguille que ce mariage qui semblait être une lune de miel a commencé à prendre de l'eau. Et on a vu avec l'arrivée du sélectionneur actuel qui est Marc Brice que les deux ne parlaient plus le même langage, c'est-à-dire une partie de l'État et la fédération. Et là-dessus, on a vu qu'il y a le premier sportif qui est sorti, il a martelé dans un discours que l'État ne devrait plus laisser faire comme ça se faisait par le passé. Moi, je pense que là-dessus, c'était un signal qui était donné. Maintenant, que ce soit fait par abus en ce moment-là ou de façon pas claire, aujourd'hui, quand le texte il sort et qu'il est adopté par l'Assemblée, comme on a vu, on ne peut pas faire marche arrière. Maintenant, la fédération peut être l'exception qui confirme la règle si on s'aperçoit qu'il y a des blocages qui peuvent exister. Et là encore, il revient à l'État, qui est le principal pourvoyeur de fonds, de juger de l'opportunité. Et moi, je pense que nous avons la chance d'avoir des personnes sages dans ce pays qui vont, en temps opportun, si c'est nécessaire, réglementer la situation pour éviter à notre pays la honte pour ce qui est du mouvement sportif, surtout du football. Vous savez, la chronologie des événements peut, pour un événement, impliquer l'autre. Parce qu'en réalité, lorsque les présidents sont allés voir sur invitation du ministre des Sports, c'était pour exprimer peut-être leur souhait ou bien un malaise qui s'est dessiné et qui semblait les déranger, et cette volonté pour certains de voir que l'argent quitterait directement de l'État pour leur portefeuille à travers le compte bancaire. Maintenant, quand le Premier ministre sort avec la décision que nous voyons, nous pouvons dire peut-être qu'ils ont été partiellement écoutés et que ça a incité à formaliser le texte que nous sommes en train de commenter aujourd'hui. Donc rien n'exclut l'autre, mais de façon à dire de façon péremptoire que c'est cela qui a impliqué cela, je dis que ce serait à mon avis un peu superflu. Maintenant, la doléance est venue peut-être trouver une volonté étatique d'aller dans ce sens et c'est ça qui a été adopté. N'oubliez pas que l'État aussi, qui peut le plus peut le moins, donc s'ils s'aperçoivent au niveau de l'État que le fonctionnement lui-même peut déranger, ne soyons pas surpris qu'il y ait des textes d'application ou bien des notes pour clarifier ou bien pour faire ce qu'on appelle l'exception à la règle pour ce qui est de certaines choses. Mesdames, Messieurs, voilà l'essentiel de l'actualité qui vous a été réservée dans ce premier numéro de l'année 2025 de l'émission Le Focus. Merci de partager abondamment et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur Echo 237, la chaîne de valeur. À la prochaine. Obama Design, l'expertise avérée dans les BTP, une entreprise spécialisée dans la conception des plans architecturaux, la conception des plans de construction 2D et 3D. Vous y êtes, Obama Design,
la référence internationale dans l'étude, la conception et la réalisation des bâtiments et travaux publics accessibles à toutes les classes sociales. Obama Design, c'est l'entreprise dont vous avez besoin pour des travaux de finition, de décoration et d'aménagement de vos constructions. Obama Design, c'est une équipe d'ingénieurs et techniciens en BTP qui s'active quotidiennement pour que chaque client soit livré clé en main et dans les délais. Obama Design, lorsque votre rêve devient une réalité.